la ferme de Triel développe l'accueil d'un tourisme différent. Elle en a pris le pari à une époque où pratiquer ce type d'activité à 1100 mètres d'altitude avec un accès difficile pouvait s'apparenter à un défi. Elle est aujourd'hui en relation de travail avec d'autres types d'hébergements qui, petit à petit, se sont créés à ce niveau d'altitude ou plus bas, dans la vallée. Pour certaines de ces initiatives, elles correspondent en fait souvent à des choix de vie. L'achat de la maison nous a donné le déclic d'envisager un autre avenir. Elle appartenait à un de nos amis. Quand il nous a dit qu'elle On vient ici en 1997 pour les vacances. Et pour 2 semaines, et l'autre propriétaire dit c'est pour à vendre. Nous pensons peut-être que c'est une bonne idée pour nous. Harry, c'était un architecte en Hollande. Moi, j'ai 2 petits campings pour les randonneurs. Et nous sommes très heureux avec notre enfant et toutes les amis et tout. Mais après une nuit ici, nous pensons, OK, c'est une bonne idée. Et nous habitons ici maintenant 7 ans. Et 7 ans, nous sommes encore heureux. En Hollande, mais ici, c'est pareil. C'est notre maison. Nous habitons ici toute l'année. Nous avons fait beaucoup d'aménagements dans la maison. Nous avons un très bien voisin avec de Triel. C'est en fait, nous sommes la même profession, hein, mais c'est nous aidons. Quand nous avons plus de monde, on demande Triel, et quand Triel a nécessaire la place, on demande nous. C'est idéal. C'est idéal.
En début, c'est plus le hollandais et le belge. Et maintenant, c'est pas encore l'équilibre, mais c'est peut-être 30% le français et l'autre, les étrangers, c'est le hollandais, le belge, anglais, allemand, un petit peu. Mais nous voudrions plus l'équilibre. Pour nous, c'est comme chez nous, ici. Bien sûr, ce qui est formidable, c'est dans cette montagne hivernale, quelquefois difficile d'accès, c'est de trouver des lieux, des hébergements qui sont ouverts, ce qui, avant 90, n'était pas évident. Hein. Et ça fait partie aussi de cet émerveillement que j'ai pour Triel, puisque c'est une structure donc, qui arrive à vivre une grande partie de l'année. Ça a vraiment été quelque chose pour moi d'étonnant et par la suite j'ai eu besoin donc, de revenir en été. Jacques m'a permis de découvrir le Cantal l'été puisque mon activité était plus du côté de Chamonix ou ailleurs et j'ai eu la possibilité là non seulement de venir voir Jacques à travers ses activités mais aussi quelquefois de passer des projections conférences. Bon, je deviens un vieux guide et j'espère que par la suite, j'aurai encore beaucoup de choses à partager avec Jacques parce que j'ai des idées de rencontres, de projets, de faire des choses plus calmes, très proches de ce terroir que j'apprécie beaucoup et je suis certain qu'il y a une tendance aujourd'hui à retourner un petit peu sur ces lieux qui ont du caractère, où il y a des choses essentielles, où il y a du calme, où il n'y a pas de frime. Je suis persuadé, donc je poursuivrai encore avec Triel, même après ma grande quête des sommets himalayens. Le Buron de la Combe de la Sore est un autre exemple de ces lieux de caractère qui proposent aujourd'hui aux voyageurs des possibilités de dépaysement insolites, un contact vrai avec un patrimoine singulier et austère. Il fonctionne en accueil d'été, mais aussi en hiver pour des groupes amoureux de ce type de séjour, désireux de découvrir un autre univers si loin du monde urbain et de se mesurer à la rudesse de l'isolement montagnard. Mais été ou hiver, tout passage au Buron permettra de rencontrer ceux qui ont décidé de tenter le pari de le sauvegarder dans l'espoir de le transmettre. Pourquoi moi je regardais ce Buron ? Parce que j'ai aussi mes racines complètement dans ces montagnes, dans les Burons. À tel point que j'ai eu d'autres expériences et moi j'ai fait tous les métiers qu'on peut faire dans ce Buron, à savoir à commencer par berger, valet et vacher. Donc j'ai pratiqué tous ces métiers-là. Donc ce sont des choses qui me parlent très très fort. Et puis, je suis venu dans ce Buron, j'étais tout jeune. J'avais une bonne dizaine d'années, quoi. Je gardais des génisses donc, sur la propriété où mon père était fermier. Et à la maison, tout le monde était occupé à la période d'été. Les bergers, en montagne, il n'y avait pas de barbelés. Tout le monde gardait son troupeau. Je ne pensais pas qu'un jour, je serais propriétaire du Buron. Pas du tout à l'époque. Et je l'ai acheté fin 88. Quand j'ai acheté la propriété que j'ai dans la vallée, là, il y avait cette montagne qui était à vendre, on me l'a proposé, puis bon, j'ai fait une offre, et donc ça a été accepté. C'est comme ça que j'ai acquis la montagne. Et depuis, j'exploite la montagne. J'ai exploité en 89, l'année d'après, et depuis, j'exploite. Et aux années 50, au début que je venais ici, il y avait des monde partout parce qu'on travaillait manuellement, il n'y avait pas de matériel. Et alors le matériel a supprimé beaucoup de main-d'œuvre, et puis les jeunes sont partis dans les villes, travailler à l'extérieur. Ils ont pu voulu faire ce métier, quoi. C'est de là que la fabrication du Cantal s'est arrêtée, parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait faire ce travail. Les gens partaient à la ville. Les quelques qui sont restés, il y en a qui sont partis, qui sont revenus, ils ont bien fait. Ils ont s'y trouvé. C'est votre cas. Ah oui, oui. J'en suis très content.
Alors la rencontre avec Jean-Jacques, c'était une rencontre, pas bizarre, une rencontre de deux individus qui ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas du tout. Non, on ne s'était jamais vu. Et on s'est rencontrés devant ce mazut qui était démoli. Il n'y avait plus de façade, il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. Et moi j'étais venu voir mes bêtes par là, puis je trouve ce monsieur là, qui regardait ces bâtiments. Et puis on a discuté, on a parlé, et puis de choses et d'autres. Je lui dis que j'avais envie de finir de les démolir parce que c'était dangereux pour les bêtes. Une bête monte sur un toit, ça s'effondre. Et s'il y en a qui rentrent dedans, c'était pareil. Alors il me dit, avant de les démolir, il faudrait peut-être essayer si on pouvait arranger quelque chose. Je vous expliquerai ça un autre jour, si vous voulez. Puis on s'est donné rendez-vous. Et puis le jour qu'on s'est donné rendez-vous, on a décidé finalement de refaire les bâtiments. Voilà. De remettre les bureaux en route. Mais pas pour faire du fromage, enfin pour faire ce qu'on en fait à l'heure actuelle. Je crois qu'on a tous des liens communs. Alors, on va faire une transversale qui va d'Antoine de Concan à Jacques Lours. Donc des générations vraiment différentes. Le second nommé pour être largement le fils du premier. Et donc je me situe au milieu. On a des attaches très fortes. On a inconsciemment idée que notre pays est très riche et qu'il y a des tas de contraintes, mais qu'il suffit de trouver là où les solutions. Et tous, on s'est attachés dans des parcours très diversifiés. Il y en a un qui est monté à Paris pendant très longtemps, les autres, on a des parcours plus ou moins chaotiques qui nous ont amenés sur d'autres chemins et tout, mais toujours en gardant l'espoir qu'on pouvait, qu'on avait la chance d'être né dans des sites privilégiés et tout, qu'il fallait les mettre en valeur, qu'il fallait trouver la solution. Et c'est ça qui nous a animés, c'est ça qui nous a conduit à réaliser ce projet. Les burons sont des ensembles qui ont été construits pour pouvoir fabriquer du fromage, du Cantal bien entendu. Et ils se composent toujours de 4 bâtiments qui dans les premiers temps étaient des bâtiments qui étaient contigus, voire adjacents ou situés à proximité les uns des autres, qui par la suite ont été rassemblés sous une seule toiture. Mais il y a toujours 4 bâtiments. Alors, on trouve ici le premier anachronisme. Voilà la production d'électricité avec des panneaux solaires. Effectivement, c'était absolument impossible d'alimenter le buron. C'était possible, bien entendu, mais trop onéreux d'alimenter le buron avec une ligne classique. Et donc, nous produisons nous-mêmes notre énergie. On aperçoit ce qui peut ressembler à une antenne de télé, mais c'est aussi pour avoir, en termes de sécurité, un téléphone. Et c'est un radiotéléphone, c'est l'antenne du radiotéléphone que l'on aperçoit. Et pour perpétuer la tradition, ben voilà un petit jardin où nous sommes donc le 20 juin et les pommes de terre germent à peine. Donc nous pénétrons dans le premier buron qui a été aménagé en gîte d'une capacité de 12 places d'accueil avec toutes les commodités, douche, toilette bien sûr à l'intérieur. Et vous découvrez les voûtes en encorbellement. Donc les premiers burons qui ont été réalisés ont été faits de la façon dont l'homme a réalisé les premières voûtes un peu partout dans le monde, donc sans aucun apport extérieur de matériaux et tout, ayant été réalisées des voûtes en encorbellement, c'est-à-dire que ce sont des dalles sommitales et ce ne sont pas des clés de voûte de la voûte romane. Alors que les voûtes romanes, la technique est déjà connue, mais les gens qui venaient réaliser ces bâtiments ici ne maîtrisaient peut-être pas suffisamment la technique ou n'avaient pas les outils pour pouvoir la réaliser. Il faut imaginer que nous sommes au-dessus de la limite des arbres, nous sommes à 1500 mètres d'altitude, et donc vraisemblablement, il n'y avait pas de chemin d'accès. Les chemins se sont ouverts au fur et à mesure que l'on a créé des bâtiments, donc des burons. Bien entendu, à côté des burons, il y avait toujours de l'eau disponible. Et l'eau des burons, la source, on l'aperçoit, elle descend un petit peu en face de nous, et surtout, il y a une grosse résurgence devant nous. Le problème, c'est que pour aménager les burons dans une autre destination, il fallait mobiliser de l'énergie pour pouvoir remonter l'eau. Et d'autre part, ça posait des problèmes de maîtrise de la qualité de la nappe, qui était en concurrence avec l'exploitation agricole de la montagne.
Et donc nous avons été obligés d'aller chercher de l'eau tout à fait à l'opposé, dans la vallée adjacente. Et nous avons fait plus d'1 kilomètre pour capter une source qui présentait toutes les caractéristiques que l'on souhaitait, protection facile, qualité et abondance. Le premier souci pour entreprendre la restauration de ces burons, ça a été de pouvoir accéder avec du matériel. Donc pouvoir venir avec des camions pour amener le matériel nécessaire et des ouvriers. Cela supposait d'échanger une partie de parcelles avec le voisin, parce que dans les montagnes, ce qu'on appelle montagne, donc des unités d'alpage que l'on exploite, je veux dire, on cédait le passage d'une montagne à l'autre et tous les chemins, toutes les montagnes n'étaient pas desservies par un chemin d'accès. Et là, il est bien évident que pour leur donner un autre usage, il fallait avoir un accès indépendant. Donc, premier souci, nous avons fait le chemin. Deuxième souci, nous sommes allés chercher l'eau, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Et le travail le plus conséquent pratiquement qui a été à faire, en dehors de la maçonnerie, refaire les pignons, ça a été de refaire ces toits en lauze, avec la lauze du pays, donc du basalte que l'on trouve à proximité, qui se débite en plaques plus ou moins, surtout très irrégulières, et c'est tout un savoir-faire pour faire un assemblage de pierres aussi disparates pour en faire un toit de lauze. Et nous avons trouvé une autre utilisation à ces lauzes, c'est-à-dire que les lauzes qui étaient excédentaires, nous les avons dressées contre le mur, parce qu'ici nous sommes exposés en plein au vent d'ouest, qui est le porteur d'humidité, et en fait, la pluie tombe très rarement verticale. Elle est toujours poussée par le vent et des fois elle est tout à fait horizontale. Et là, ça avait l'inconvénient de mouiller énormément les murs. Et nous avons fait un brise-vent avec les lauzes qui nous restaient pour protéger le mur. Le bâtiment là, que nous avons dû reconstruire entièrement a été recouvert avec des lauzes, mais des lauzes de schiste, donc qui ne sont pas originaires d'ici. Par contre, nous avons pu récupérer sur l'ensemble des burons la ligne de faîtière typique taillée dans la brèche volcanique, la ligne de faîtière qui porte un très joli nom de Clouc dans le pays, qui signifie aussi la poule qui avait couvé ses poussins et qui les protégeait. Et surmonter, la croix n'était pas d'origine, mais surmonter d'une croix, comme cela se pratiquait beaucoup pour se mettre bien entendu sous la protection divine. Mais les faîtières ont toutes été rassemblées là. Et malheureusement, il n'en restait pas suffisamment, mais autrement, c'est un produit remarquable qui coiffait les lauzes traditionnelles. Donc, et la petite croix qui est sur la faîtière, cet hiver, il n'y avait que la branche supérieure de la croix qui dépassait de la neige. Les bâtiments étaient complètement ensevelis dans la neige. Ah oui, même il fallait bien faire ce que nous avons fait. On ne pouvait pas faire guère mieux, mais pour mettre la chose en route et refaire les bâtiments, ça nous a quand même fait réfléchir un peu. Et quand on y a attaqué, on n'avait pas le moral. Hein. Les maçons non plus. Les gars quand ils ont vu ça, ça m'a fait bon. L'histoire du buron de la Combe de la Sorre démontre, comme Triel, comme d'autres initiatives souvent lourdes de risques et de peines, que rien n'est inéluctable, que tout dépend des décisions que nous prenons ou ne prenons pas. Tout est le fruit de la pensée et des actions des hommes, ou au contraire de leur passivité. Accueillir, c'est aussi donner à comprendre un pays. Ce lieu d'altitude contrasté, avec d'immenses paysages divers et surprenants, séduit immédiatement celui qui le traverse. Pour autant, son mystère reste entier, et les vraies richesses de sa culture profonde, dont justement ces paysages portent la marque, ne sont pas à la portée du passant. Elles sont même, quelquefois, ignorées de ceux qui y vivent quotidiennement. La ferme de Triel a mis en place aujourd'hui un groupe de recherche qui travaille sur les relations complexes de l'homme à l'espace naturel. Elle mène cette réflexion en complémentarité avec d'autres lieux du territoire.
chacun propose ses clés de lecture en allant de la mémoire aux enjeux d'aujourd'hui. Le projet de la ferme de Granier est un projet collectif. Il a été porté par un groupe d'habitants de Niervez, des familles qui avaient toujours vécu là, mais aussi de nouveaux arrivants amoureux du site et du village. Alors ce projet, ce que c'est devenu Niervez, cette maison, ça me rappelle ma toute petite enfance en fait. Parce que mon père qui disait toujours Niervez, un jour ou l'autre, Niervez, ça sera quelque chose. Et alors quand je pense au processus, à tout ça, bon, je me dis que finalement, bon, il y a ce qu'a fait M. Vors qui a été décisif complètement. Bon. Mais je pense que fondamentalement, le projet remonte à bien plus vieux, quoi. L'idée, c'est les anciens. L'idée, c'est la génération de mon père, M. de Gaulle, Jean de Gaulle, le père Cocal, Lisa Cocal, qui était un personnage central de Niervez, l'infirmière, la sage-femme, enfin bon, ainsi de suite, mais qui était aussi aux vaches, qui savait traire, qui fauchait, elle faisait tout. Quand j'ai eu le cahier des charges, donc pour le projet de création du musée, le cahier des charges qu'avait réalisé le Parc des Volcans, le projet tournait beaucoup sur la présentation donc, du paysage, la compréhension du paysage, l'organisation, donc l'implantation du village, du hameau dans son paysage, et puis l'organisation donc plutôt des maisons autour du couder, du four, et puis comment tout cela a été organisé. Et puis ensuite, l'occupation de l'espace au cours de l'année et tout. Et je me rappelle, il y avait même un projet de grande maquette, tu vois, de choses comme ça. Et quand je suis arrivé, moi, justement par rapport à ce que tu dis, ce qui m'a vraiment touché et qui me semblait essentiel, là, c'était bien de parler du paysage, mais là, réellement, on s'apercevait que le paysage n'est que la matière des hommes. Ce sont les hommes qui l'ont construit, qui l'ont aménagé, et que ce paysage a évolué au fil du temps, parce que, comme tu le disais, il y avait beaucoup de monde avant, et puis après, il n'y a eu qu'un seul agriculteur, et puis ensuite, c'était plutôt des maisons secondaires, des gens d'ailleurs qui sont venus, il y a ceux qui restent, et puis il y a les nouveaux arrivants, et tout ça faisait que je me suis dit, mais en fait, ce dont il faut parler d'abord, c'est des gens, parce que ce sont eux qui créent le lieu, ce sont eux qui... Et sur cette chaumière, cette chaumière, bon, c'est une maison, mais cette maison, ce qui est essentiel, c'est les personnes qui l'ont habitée au fil du temps et qui l'ont transformée, qui l'ont aménagée. Oui, c'est une histoire très sociale, quoi, en fait. Bien sûr. Alors, du coup, tu sais comment ça s'est passé. Moi, j'ai travaillé donc avec un ethnologue, avec Stéphane, et on a vu les 7 familles de Niervez. En même temps, les photographies, les photos de famille sortaient des boîtes en fer, là, les boîtes à sucre. Alors, quand on regarde les photos d'hier, on voit que ce sont des photos des moments solennels. C'est vrai que le photographe, quand il venait au village, ou alors qu'il venait pour un événement familial, pour un mariage, pour souvent les mariages, on savait que c'était un moment important, c'était un moment de postérité, c'est-à-dire que cette image allait ensuite circuler de génération en génération dans la famille. Et quand on a fait les photographies du village des gens donc, avec Pierre Soisson, il fallait qu'on soit dans le même esprit. On a cette photo des 7 familles qui sont vraiment un peu hors du temps, et qui sont des instantanés posés vraiment très sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, ce lieu-là, cette chaumière, c'est l'occasion de parler du temps qui passe, et de remonter les mémoires et d'évoquer toutes les générations qui ont fait le lieu, qui sont partis et qui sont aujourd'hui uniquement dans les mémoires.
Les humbles objets de tous les jours parlent de la vie d'avant. Chaque chose a sa place et chaque chose est utile. C'est la même économie de gestes et de moyens avec laquelle les hommes de ce temps, à la suite d'autres avant eux, ont façonné ce que nous appelons aujourd'hui paysage. Ici, on vivait en harmonie avec la terre, au prix d'une vie rude, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. La maison du paysage à Chalinargues est l'autre versant de ce travail sur la mémoire. Elle prend en compte les enjeux d'aujourd'hui, autour de la nature et du paysage, dans une nouvelle perception de la fragilité de notre univers, pour rechercher des solutions d'avenir entre tradition et modernité. Donc, je travaille pour la commune de Chalinargues et je m'occupe en particulier de ce projet de maison de la Pinatelle, qui est un centre de découverte de la nature et des paysages du Cantal. Donc la commune de Chalinargues est située sur le plateau de la Pinatelle, qui est une planaise à l'est des monts du Cantal. Notre centre d'interprétation explore les paysages environnants, à savoir ceux des crêtes des monts du Cantal et des Hautes-Vallées, ceux des plateaux du Césalier, des planaises de Saint-Flour, mais aussi celle de Chalinargues et globalement le plateau de la Pinatelle. On explore aussi un dernier secteur qui est celui de Massiac avec les pays coupés de la Lannion. Notre espace scénographique est composé de différents espaces répartis sur 3 niveaux. Le sous-sol est consacré à la décomposition des paysages et à l'approche des éléments du paysage, donc en particulier au travers de 3 espaces où sont traités successivement les éléments liés à la géologie et au volcanisme, les éléments liés à l'écologie, aux grands types de végétation, et enfin, dans l'espace social, tous les éléments plus particulièrement liés à l'homme, que ce soit des éléments historiques, des éléments du parcellaire, ou à l'organisation des villages et de l'habitat. Et enfin, on explore aussi tout ce qui est élément du petit patrimoine et tout ce qui est impact du tourisme dans les paysages. 2 autres espaces composent le sous-sol. Il s'agit de l'espace central qui est voué à la cartographie et qui présente une maquette en relief qui va recevoir différentes animations et projections. Et enfin, un espace sonore où on va approcher le paysage immatériel au travers des sons et du langage. La visite de cet espace se poursuit au rez-de-chaussée par une approche globale du paysage, où l'on va évoquer les différentes représentations sur les paysages au travers de témoignages de différentes personnes qui ont des points de vue complémentaires. Une vidéo de 5 minutes propose une lecture du paysage et ensuite la visite se poursuit par une approche de l'évolution du paysage, que ce soit à l'échelle entre guillemets humaine, par de la reconduction photographique à partir de cartes postales anciennes, ou alors à une échelle entre guillemets géologique depuis 15 000 ans et donc depuis l'âge glaciaire jusqu'à nos jours. Après la visite de cet espace, l'idée, c'est de regarder les paysages autrement et d'aller les voir à l'extérieur, sur le terrain. Je pense que, si vous voulez, qu'il y a un lien très étroit entre, d'une part, la nature et le paysage, et d'autre part, les hommes qui habitent ces territoires. Parce que l'homme façonne la nature et le paysage, mais aussi parce que la nature et le paysage influencent, voire parfois conditionnent, la vie économique et sociale des territoires. Et ce projet est fait pour aider à comprendre ce lien et cette interaction qu'il y a entre le paysage et la nature d'un côté et les habitants des territoires de l'autre.
Et donc, cette maison n'est pas un lieu fermé. L'idée, c'est qu'elles sont en lien direct avec le territoire et qu'elle aide précisément à comprendre l'évolution des paysages, ce qu'a été la nature et la vie de ces territoires dans le passé, ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils peuvent être demain en fonction d'un certain nombre d'éléments et notamment de ce que feront les hommes qui l'habitent aujourd'hui. Personnellement, je pense qu'on peut aller vers un développement relativement important. Il y a quand même une condition, c'est que l'agriculture et le tourisme se rencontrent vraiment, quoi, et puissent vraiment travailler ensemble. Parce que si chacun reste dans son domaine, eh bien, les limites elles sont là, quoi. On n'ira pas très loin. Finalement, ce qui prédomine depuis trop longtemps sur notre territoire, eh bien, c'est le doute. Ce doute n'est pas propice au projet, au développement. Il est tout simplement paralysant. Continuer dans le doute, ce serait, malgré quelques réussites ici ou là, accepter l'hypothèse du déclin. Cela pourrait aller jusqu'à des points de non-retour. Aujourd'hui, je considère que nous avons la lourde responsabilité de faire le choix entre le doute et l'espoir. Personnellement, et fort heureusement je ne suis pas le seul, je choisis l'espoir.